Et là, ça y est, je suis sur la route argentine. Et voilà, arrivé à l'aéroport. Je viens de passer tous les contrôles après 15 heures de vol. Et voici le chauffeur de taxi qui vient me récupérer. C'est ancien centre de Buenos Aires. Comment se llama mi conductor? Sergio. ¿Cómo? Sergio. ¿Está ahí de Buenos Aires? Sí. Ah, encantado, me llamo Juan. Un gusto. De chance du président Juan Castillo en 1943 par une junte nationaliste à laquelle participe le colonel Juan Perón. De 1946 à 1955, devenu président de la République, Perón mène une politique populiste avec le soutien de sa femme, la charismatique Eva. Écartée du pouvoir en 1955 par un coup d'État militaire, l'Argentine traverse alors une longue crise politique. La dictature militaire du général Villeda instaure une période de terreur et de répression sanglante en 1976. La défaite de 1982 de la guerre des Malouines chasse les militaires du pouvoir. Un an après, le radical Raúl Alfonsín est élu président de la République. C'est en 1989 que le péroniste Carlos Menem est élu président et privatise l'industrie, ouvre la porte aux capitaux étrangers et il parvient ainsi à réduire l'inflation galopante. Il est réélu en 1995. Le radical Fernando de la Rúa, ancien maire de Buenos Aires, est élu président en 1999. Il dirige l'Alliance, une coalition de centre-gauche. Le pays entre dans la récession. Au début des années 2000, le pays fait encore face à une grosse crise politique suite à une affaire de corruption. Très endettée en 2001, l'Argentine est au bord de la crise financière. Victoire des péronistes, principal mouvement d'opposition lors des élections parlementaires en octobre, dévaluation de plus de 100% du pesos, explosion du chômage, appauvrissement de la population, l'Argentine semble s'enfoncer un peu plus chaque jour dans la récession. La crise éclate en novembre. L'état de siège est imposé. Les manifestations de la capitale, brutalement réprimées par la police, entraînent la démission de Fernando de la Rúa. Il est remplacé par Rodríguez Saá, qui démissionne à son tour le 31 décembre. L'Argentine s'enfonce dans la récession économique. Le 25 mai 2003, Néstor Kirchner est élu président de la République. Bien que la situation reste préoccupante en Argentine, le pays retrouve un niveau d'activité économique comparable à celui de 1998. Cristina Fernández de Kirchner, épouse du président, a été élue le 28 octobre 2007 dès le premier tour avec 45% des suffrages. L'Argentine en 2009 célèbre le premier mariage homosexuel d'Amérique latine. L'Argentine en 2010 devient le 10e pays du monde et le premier d'Amérique latine à légaliser le premier mariage homosexuel. Le texte de loi était soutenu par Cristina Kirchner. Les élections du 23 octobre 2011 renouvelle le mandat de la présidente péroniste de gauche, Cristina Kirchner, pour 4 ans avec le score historique de 54% des voix au premier tour. Une première depuis la fin de la dictature militaire en 1983. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en octobre 2015. Et les Argentins attendent un grand changement et surtout l'arrêt de la corruption. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true.
Je n'ai pas bien aimé Buenos Aires. J'imaginais cette ville de 3 millions d'habitants avec bien plus de monuments de l'époque coloniale. La ville est assez mal entretenue, des trottoirs défoncés et des poubelles débordantes. Buenos Aires est un mélange d'architecture avec ses maisons au style haussmannien, britannique et ses tout nouveaux buildings. Tous les porteños que j'ai rencontrés m'ont recommandé de faire attention dans certains quartiers peu sûrs, notamment dans le quartier très touristique de La Boca, où les magasins et restaurants ferment à 19h par manque de sécurité. Mais il reste quand même un barrio très plaisant avec ses danseurs de tango qui se donnent un spectacle tous les week-ends sur les terrasses de café et les places ombragées. Il ne faut surtout pas oublier le quartier San Palermo, connu pour ses antiquaires. Je ne me suis pas senti perdu ou dépaysé dans cette ville, comme dans notre ville à travers le monde. Buenos Aires est la capitale la plus européenne d'Amérique du Sud. Et en plein milieu du quartier de La Boca, le train passe tranquillement. Quartier très touristique. C'est le quartier où sont arrivés les tout premiers immigrants italiens. Et c'est ici également qu'a percé Maradona, le très grand joueur de foot qui jouait au stade de La Boca. Alors nous sommes dans un bureau de change, agence de voyage, et on essaie vainement avec Arnaud d'acheter un billet pour que je revienne à Soule le 14 mars. Et ça fait déjà 2 fois qu'il regarde le passeport, contrôle, et le billet de car est imprimé dans un autre bureau, je ne sais où. Lo tenemos como renes. Pour la télévision française, mira. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Silvia, yo soy amante del país del amor de Francia. Hola, qu'est-ce qui se passe? Hola, Bon, je crois qu'il y a une manif. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors les cartoneros, ce sont les gens qui récupèrent les cartons dans les poubelles pour le recyclage. Et ici, c'est une confédération qui a un contrat avec la ville. Autrement dit, ce sont vraiment des pauvres gens qui essaient de ramasser les cartons pour gagner un minimum. Le SMIC légal ici est à environ 250 € maximum. Un campement installé sur une pelouse sur la Plaza de Mayo. Ce sont les vétérans de la guerre des Malwines qui sont là installés depuis ce qui paraît pas mal de temps déjà pour réclamer leur pension. Je viens de rentrer là dans leur campement, discuter quelques secondes avec un des vétérans, et ça fait 7 ans qu'ils sont là patiemment à attendre une réaction du gouvernement qui est pourtant à quelques centaines de mètres de là, tout simplement, pour réclamer ce que je disais, leur pension. Ils ne touchent pas un centime de tout ça. Normalement ils devraient avoir comme une retraite, une pension, et ils n'ont rien du tout, et le gouvernement reste totalement aveugle et sourd à leur manifestation, à leur campement qui est là en plein milieu de la Plaza de Mayo. Il faut dire ici que le gouvernement pense beaucoup plus en général à s'en mettre plein les poches, comme on m'a déjà expliqué. Il suffit de voir un peu l'état général de la ville, et encore plus dans des villages où je suis passé, où les rues en dehors du centre-ville, du centre du village, sont de véritables pistes, sont totalement défoncées. Le centre même
de Buenos Aires, avec la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, c'était la place où les maires venaient se regrouper une fois par semaine pour réclamer la disparition des enfants enlevés par l'État, la dictature qu'il y avait à peu près dans les années 80, tout comme au Chili. Un des métiers de Buenos Aires, preneur de chien. Hola, ¿cuántos perros? Alors voilà ce que j'appelle avoir de la chance. Nous venons de nous poser à Calafate et le commandant m'a autorisé à m'asseoir à sa place et me voici, el piloto de la compagnie de Argentina. Alors là-bas, au loin, à travers le hublot, on peut voir la cordillère des Andes. Calafate, la porte de la Patagonie. Voilà. Eh bien, ça y est, c'est moi le pilote. Et aquí el centro de Calafate, avec plein de restaurants et surtout beaucoup d'agences de voyage qui proposent tous différentes excursions sur les glaciers, autour des glaciers et dans les villages environnants de la Patagonia. Monsieur Moreno, qui donna son nom au très grand glacier El Perito Moreno, un grand explorateur entre 1852 et 1819 qui a fait beaucoup pour la science en Argentine. Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de mar. C'est vraiment très agréable d'être au bord de la lagune Nimes. Un superbe paysage, un vrai régal et surtout d'un calme incroyable. À comparer de la ville de Buenos Aires qui est excessivement bruyante avec toute sa population et sa circulation, un panoramique sur les alentours de El Calafate. Amores y desengaños. Un restaurant asado, la façon de cuire la viande dans les restaurants qui ne font que de la viande. Sol de mis antepasados, barro y sangre de mi sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yago en ti, en tu corpo enamorado. Con mi muerte yago en ti, en tu corpo enamorado. Quiero que a mí me entierres como a mí. Bien, buenos días a todos. Alors ce matin je me suis levé très tôt, mais vraiment très tôt.
Je me suis levé, c'était 4 heures du matin pour prendre un bus qui va me conduire à la frontière chilienne, puisque je vais passer 2 jours et demi au Chili, faire une rando sur les glaciers et embarquer sur un catamaran pour naviguer autour des beaux glaciers. Ça va être vraiment le clou du spectacle. Pour le moment, je suis dans le Pueblo de Esperanza, un village, un hameau, je ne sais pas trop, au milieu de la Patagonie profonde. Nous avons croisé des guanacos, des bigognes et de très grands troupeaux de moutons. On a même failli écraser avec le car des guanacos. C'était des paysages sublimes. Par moments, j'ai l'impression d'être au Pérou. C'est d'un calme fantastique. Par contre, la fraîcheur, le vent est quand même frisquet. Voilà, on va reprendre la route. On s'est arrêté pour aller à Baños, boire un coup. Alors, dans une dizaine de minutes, à peu près, nous serons à la frontière chilienne. Alors, c'est marrant parce qu'il y a d'abord la frontière argentine et quelques kilomètres plus loin, la frontière chilienne. Les deux frontières ne sont pas vraiment côte à côte. Allez, hasta luego, hasta la frontera chilena. Adiós a todos. Dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Voilà où je vais, à Torre del Paine. C'est un grand parc naturel où je vais pouvoir admirer les glaciers. Deuxième point de contrôle, bienvenidos al Chile. Au Chili, il est formellement interdit d'importer des fruits et légumes frais et toute autre denrée alimentaire non transformée. À chaque passage de frontière, les douaniers font renifler les bagages et les véhicules par le chien renifleur. Et là, en l'occurrence, le chien a trouvé un sac avec ses produits, voire de la drogue. Ils sont allés chercher le propriétaire pour faire fouiller le sac. Junto al río divisé, se me arrollaba en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. ¿Puede entrar? No. Bueno, ya, entrate ya. Hola amigos, ¿cómo se pasa la vida en Chile? Hola, hola. Mucho frío. Mucho frío, ¿eh? Sí, hay mucho frío. Hay un viento de loco. No, no mucho viento. Poco viento. Ah, por el momento. Vamos a salir a cubierta, no hay viento. Y aquí el piloto se llama ¿cómo? Juan. 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 Ah, también. ¿Cómo mío? Ah, ¿igual te llamas Juan? Sí, sí, Hola, sí. ¿Verdad? Après avoir traversé le lago Pudeto, me voilà arrivé au refuge, l'auberge, parce que c'est une auberge de Torre Paine. Alors ça va être sport.
C'est une auberge de jeunesse et je peux vous dire qu'ici, ce soir, il y aura le monde entier. Alors, je suis arrivé, on m'a montré ma chambre, qui n'est pas une chambre privée. Je devais partager la chambre avec 3 Coréennes et ça posait problème. Moi, ça me dérangeait pas, mais elles non, elles sont pas voulues. Donc, j'attends qu'elles déménagent pour pouvoir récupérer la chambre et je crois que je vais être avec 3 hommes. Et j'ai l'impression que c'est trop le bazar dans la chambre. Je vais prendre le matelas, me trouver un petit coin et je vais aller dormir tranquille. Alors ici, je leur souhaite vraiment bon courage. Ils sont en train de camper avec le temps qu'il fait ce soir. Eh ben, je dis bravo. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, un coup de vent me fait bouger la caméra. Je pensais qu'il s'était calmé, mais loin de là. Et ce soir, je ne ferai pas de folie dans les magasins, bars et restaurants parce que si vous regardez bien, il n'y a absolument rien autour. Une demi-heure de traversée avec le catamaran pour arriver là. Et demain, je vais voir le temps. Il paraît que ça va s'arranger. Je voudrais bien aller marcher par là, dans la montagne. Mais s'il fait le même temps qu'aujourd'hui, je vais attendre le catamaran de retour. Je suis toujours au refuge au bord du lac Pedito et je m'apprête à partir faire une rando vers le lac Grey. J'espère voir le très beau glacier. Par contre, c'est dommage, mais la rando en kayak au pied des glaciers, je ne pourrais pas la faire parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il aurait fallu que je monte là-haut au bord du lac Grey. Je passe la nuit dans le refuge pour le lendemain pouvoir louer le kayak et faire cette randonnée au pied des glaciers. Et comme ce n'est pas prévu et que je n'ai que très peu d'affaires avec moi, j'ai laissé le plus gros de mes affaires à El Calafate, à l'hôtel. Il faut que je me contente de ce que j'ai. Ouh, ça grimpe un peu. Et un paysage vraiment lunaire. Alors je sais pas si c'est un incendie qui a cramé les arbres, si c'est la foudre qui a tapé, ou éventuellement le froid, parce que je suppose qu'ici l'hiver ça doit cailler un max. Étant donné ce que j'ai connu hier, ça doit pas être triste. Alors je suis poursuivi par une bande de Chinois qui marchent soit devant soit derrière. Il y a un couple qui est en train de s'engueuler. Alors en chinois c'est terrible, franchement je crois que ça va être pire qu'en français. Et elle, ça s'engueule tellement qu'elle chiale, il en sort des graines de riz de ses yeux. Voilà le groupe de Chinois qui s'engueule. Alors le bout de bloc bleu, bleu-vert, bleu d'une couleur très intense, aussi ahurissant que ça puisse paraître, eh ben c'est un bout d'iceberg qui se balade. Eh oui, ça y est, j'y suis. C'est au bout de 2h30 de marche que je suis arrivé au bord de ce sublime glacier. Plein les yeux, j'en prends aujourd'hui. Magnifique, de toute beauté. Je continue ma balade. Et mes photos qui reviendront et garderont de tout ça un excellent souvenir.
Je viens de croiser une randonneuse française qui m'expliquait que ce bout d'iceberg, enfin un bout d'iceberg, façon de parler, en 24 heures s'est déplacé. Il est parti de ce point, il a traversé une grosse partie du lac. Pour se retrouver ici et perdre une grosse partie de son volume. Je suppose que les morceaux qui sont par-ci par-là devaient être collés à cet iceberg. Alors la couleur de l'eau est assez particulière, c'est ni bleu ni vert. C'est pour ça qu'il paraît, on l'appelle le lac Grey. Il est 13 h et j'arrive enfin au refuge Grey tout au bord du lac. Et quand je vois le chemin que j'ai fait et qu'il va falloir que je refasse à sens inverse, ça me scie les pattes déjà. Bon allez, je vais casser la croûte, essayer de trouver un coin où faire la sieste et ça ira parfait. Ça fait environ un quart d'heure que je suis assis à admirer le paysage et le bloc là juste en face avec le trou s'est déplacé, allez je veux dire je sais pas de 3 mètres très lentement. C'est dommage que j'ai pas un micro suffisamment sensible. J'entends les gouttes d'eau de glace qui fondent et tombent dans le lac. Allez, cette fois, il faut que j'y aille. Je voudrais pas arriver trop tard au refuge. J'ai un gros chemin à faire. Le soleil est couché et la glace révèle des couleurs extraordinaires. Il y a un bleu sublime. Le lac est quasiment gris. Il n'y a pas un chat autour de moi, pas un oiseau, ce qui est étonnant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas du tout en hauteur. Le plus haut où j'étais, c'était 250 mètres et le plus bas, c'était 82-84 mètres. En reprenant le catamaran ce matin pour traverser le lac Pedito, afin de reprendre le car pour aller à la lagune Amarga, j'ai enfin eu l'explication au sujet des arbres qui étaient totalement cramés dans tout le parc. En 2011, il y a eu un incendie causé par un touriste yougoslave. Se croyant très malin, il a fait un feu de camp alors que c'est totalement interdit dans le parc. Il y avait du vent, le vent a emporté les braises. Étant donné que la végétation ici est très sèche, ça a mis le feu au parc entier. 170 000 hectares qui ont été brûlés. Le gouvernement yougoslave s'est engagé à aider le gouvernement chilien à reboiser le parc. Et depuis 2011, comme vous pouvez voir, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Quant aux touristes yougoslaves, il a eu une simple amende de par le gouvernement chilien, mais par contre, quand il est rentré dans son pays, il est allé visiter la prison de sa ville la plus près. Franchement, il faut être complètement stupide pour faire une chose pareille. Je viens de rencontrer un ami en route. Il s'appelle Monsieur Putois. Puis lui, mais pas moi. Après une demi-heure de route de Puleto à la lagune Amarga, me voici installé dans l'herbe au milieu de la Patagonia chilienne à attendre le bus suivant. Il est 14 h, il faut que j'attende 16 h 30
pour prendre le deuxième bus qui me ramènera à El Calafate. Je vais essayer de piquer un roupillon, chose moins sûre parce qu'il y a toujours autant de vent et il fait pas chaud, alors je vais essayer de trouver un coin à l'abri au milieu de nulle part.